Daniel Johnson considère la question nationale québécoise et la réforme du Canada comme des priorités. À ses yeux, la gestion des affaires courantes de l'État passe au second rang. Malgré cela, Daniel Johnson surprend les Québécois en annonçant la poursuite des réformes entreprises par les libéraux 6 ans plus tôt. Il projette également de créer un ministère de l'immigration, une nouvelle université québécoise et des collèges d'enseignement postsecondaire, les cégeps. Dans son premier budget, Johnson vise à développer les ressources naturelles à l'échelle de tout le Québec, particulièrement dans le domaine de la foresterie et de l'industrie minière. Il maintient les sommes allouées précédemment aux grands chantiers de construction. Ainsi, de la Manicouagan à Montréal, la Révolution tranquille se concrétise dans le béton et l'acier. Parmi tous ces grands travaux, ceux de la métropole sont les plus nombreux et les plus ambitieux. Au début des années 60, la région de Montréal commence à peine à se relever d'une période de déclin. À l'image du Québec tout entier, Montréal a besoin d'un souffle nouveau, un virage s'impose. Le maire Jean Drapeau souhaite même donner à sa ville un rayonnement international. Il propose d'abord de moderniser le réseau routier et de construire un centre-ville nouveau où pourront se dérouler certains des événements les plus prestigieux de la planète. Les grands travaux montréalais sont lancés. En surface et dans les profondeurs de la Terre, des tremblements incessants donnent l'impression de petits séismes annonçant de grands bouleversements. Un peu partout dans l'île, on creuse, on dynamite. Et après 5 ans de travaux menés jour et nuit, une première rame de métro entre enfin dans la station Berry de Montigny. J'invite son éminence, le cardinal archevêque de Montréal, Paul-Émile Léger, à procéder à la bénédiction du métro de Montréal. Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Au Canada. Le métro de Montréal est le fruit d'un mariage harmonieux entre la technologie française, la compétence des entrepreneurs québécois et la qualité de leur main-d'œuvre. Je suis très enthousiasmée, c'est formidable, très moderne et très très beau. J'invite tout le monde à venir visiter. Ah, mon impression, c'est formidable. J'ai vu celui de Paris, mais celui-là est un peu plus beau. Tu as bien aimé le métro? Oui. C'est émotionnant, franchement. Hein? Des œuvres des plus grands artistes du moment, dont Jean-Paul Mousseau et Marcel Ferron, embellissent certaines stations du métro. Peu à peu, les Montréalais découvrent que ce nouveau moyen de transport donne accès à un centre-ville moderne, méconnaissable. On espère que le métro solutionnera les problèmes de circulation qui asphyxient la métropole depuis plusieurs années. Une nécessité, puisque dans 1 an et demi, des millions de visiteurs sont attendus à Montréal pour un événement très spécial. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Le premier jour, 250 000 visiteurs se présentent sur les îles pour y découvrir les œuvres d'une architecture prodigieuse et d'une technologie futuriste. Le monde entier flotte au milieu du fleuve entre Montréal et Longueuil, au cœur d'un Québec en pleine évolution. L'été 1967 est une été d'euphorie. Les gens partaient, même de la Gaspésie, partaient du fond d'Outaouais pour venir à l'exposition universelle de Montréal. Et à ce moment-là, on va découvrir de nouvelles civilisations. On va découvrir que certains pays sont beaucoup moins arriérés qu'on le pense. On va découvrir que la Russie, il y avait quand même eu le Spoutnik, hein? C'est avant les Américains. On va découvrir qu'ils ont une civilisation. Il y avait la musique, il y avait la nourriture. Il y avait à ce moment-là le monde qui était ici. C'était plus nécessaire de lire Pays et merveilles, c'était plus nécessaire de lire des ouvrages exotiques. On allait voir des gens costumés. On allait voir des gens qui parlaient une autre langue que la nôtre. C'était de tous les âges, même les petits-enfants, qui pouvaient aller voir, toucher, regarder, admirer, goûter. Le 25 septembre 1968,
le bimoteur du Premier ministre atterrit sur une piste d'Hydro-Québec dans le Grand Nord québécois. Après 10 ans de travaux gigantesques, le barrage hydroélectrique de Manicouagan est enfin prêt. Les principaux artisans de la Révolution tranquille, Daniel Johnson, Jean Lesage et René Lévesque, sont réunis pour inaugurer ce symbole identitaire des Québécois. Mais l'histoire du Québec emprunte à nouveau des voies mystérieuses. C'est dans ce chalet qui domine le chantier de Manic 5 que le Premier ministre, M. Daniel Johnson, est mort ce matin à 6 heures dans son lit pendant son sommeil. On ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement. En septembre 1959, à Shefferville, non loin d'ici, Maurice Duplessis mourait, lui aussi dans le Nouveau-Québec. 9 ans après, presque jour pour jour, c'est le tour de Daniel Johnson, aussi dans le Nouveau-Québec, au moment où il allait inaugurer ce barrage de Manic 5. C'est une fatalité, c'est peut-être un symbole de cette volonté de renouvellement du Québec, en dépit du fait que les hommes disparaissent. Ici Claude-Jean de Virieu à Manic 5.